Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le samedi 20 avril et dans l'actualité il y a tout d'abord cette effroyable histoire d'un couple qui avait enfermé, séquestré et torturé 12 de leurs 13 enfants. Durant plusieurs années, les victimes se sont exprimées lors d'une audience, témoignage à suivre dans ce journal. 6 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, les manifestations se poursuivent pour un 23e samedi de mobilisation. Certains quartiers sont fermés et la sécurité se veut renforcée. Alors que le nombre de tués sur les routes est en augmentation pour un 3e mois consécutif, il va falloir redoubler de vigilance et de prudence sur les routes en ce nouveau week-end de départ à la veille des fêtes de Pâques. Pâques justement que nous allons aborder à la fin de ce journal. Nous irons en Bretagne pour revenir sur l'origine de ces festivités à connotation religieuse. Mais avant de développer l'ensemble de tous ces titres, revenons un instant sur cet incendie qui a eu lieu lundi dernier à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aux alentours de 18h50, une première alarme avait toutefois retenti à 18h43, une seconde quelques minutes plus tard. Retour sur l'histoire de celle-ci ainsi que sur ce terrible et dramatique incendie avec Océane Mallet. L'histoire de la cathédrale Notre-Dame commence en 1163. Date exacte où a été posée la première pierre de l'édifice. Maurice de Sully, alors évêque de Paris, propose la construction d'une église-cathédrale dédiée à la Vierge Marie qui s'inscrit dans un grand chantier de réaménagement de la grande ville de Paris. Caractérisée par des arcs brisés et des croisées d'ogives, l'architecture gothique permet à la cathédrale d'atteindre une hauteur considérable. La Renaissance et le retour en force du classique mit cette architecture à l'index. La façade de la cathédrale se divise en 3 niveaux. Les portails, la galerie des 28 rois de Juda et les 2 tours qui ont pour particularité de ne pas être surmontées de flèches. Le grand orgue de Notre-Dame n'a pas été ravagé par les flammes lors du récent incendie mais endommagé par l'eau, la poussière et les gravats. Construit au début du XVe siècle, l'orgue a été rénové jusqu'au XVIIIe siècle et est désormais composé de 5 claviers, 109 jeux et près de 8000 tuyaux. L'unique flèche de la cathédrale, datant de 1860, s'élevait à 90 mètres au-dessus du sol et était gardé par 4 apôtres, dont l'un un lettré de l'architecte Viollet-le-Duc, qui prit en charge la restauration de la cathédrale au XIXe siècle. Elle a malheureusement été emportée par l'impressionnant incendie qui a ravagé Notre-Dame ce lundi 15 avril 2019. La cathédrale de Paris, ravagée par les flammes, faisait l'objet d'un chantier de rénovation titanesque débuté en juillet 2018. Entre juillet et novembre, 500 000 tubes d'acier ont été installés pour construire un échafaudage de 500 tonnes à près de 100 mètres de hauteur. Le chantier de la Flèche, la plus haute croix de l'édifice, avec son coq à 93 mètres du sol, devait durer 4 ans. Les travaux devaient ensuite se poursuivre avec la restauration du cœur du monument. Ce chantier avait débuté dès 2019 pour une durée de 10 ans. Le programme de restauration comprenait le renforcement des arcs-boutants, des vitraux et des sculptures. Ces importants travaux avaient également pour objectif de nettoyer l'édifice, noirci par la pollution. Depuis mardi, des voix s'élèvent pour critiquer les grands donateurs accusés de faire une surenchère de communication pour sauver la cathédrale sans se soucier de l'urgence sociale. L'incendie de Notre-Dame provoque un élan de solidarité sans précédent et les promesses de dons affluent pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. La somme des dons atteigne au moins 800 millions d'euros. Ce qui afflige certaines personnalités de gauche qui pointent du doigt un manque de solidarité sur les questions sociales. Les circonstances de l'incendie sont toujours méconnues et de nombreuses questions subsistent quant à la rénovation de celle-ci. Sera-t-elle à l'identique ou de manière plus moderne? Ce sera donc à suivre. Le président Emmanuel Macron devait s'exprimer lundi à 20h depuis l'Elysée, a donc reporté la diffusion de son discours, enregistré plus tôt et qui devait porter sur les grandes mesures annoncées après le grand débat suite aux attentes des Gilets jaunes. Quelques pistes sont à voir, mais mardi 16 avril, au lendemain de l'incendie, le président Emmanuel Macron a tenu une allocution où il annonçait et déplorait les faits de cet incendie. Il a affirmé que nous rebâtirons en 5 ans cette cathédrale. Un défi qui paraît difficile et de nombreuses personnalités politiques ont également partagé leur tristesse ainsi que leur émoi. Valentin Page. Et ne manquez pas, dimanche 19 mai sur R1, un grand format exceptionnel consacré à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour faire un don, l'adresse s'affiche en bas de votre écran.
en vous rendant sur www.don.fondation-patrimoine.org ou par SMS au 92 500. Partons à l'étranger. Demain, 21 avril, se tiendra les élections en Ukraine. Un duel qui affronte Volodymyr Zelensky et Petro Poroshenko. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, il y a cette histoire qui fait le froid dans le dos. Un couple américain vient d'être condamné à perpétuité après avoir séquestré dans leur maison près de Los Angeles 12 de leurs 13 enfants qui ont été torturés. Un an et demi après les faits, ils se sont enfin exprimés sur le sujet lors d'une audience et ils font part de leurs sentiments. Océane Mallet et Alexis Terrier vous racontent. Séquestrés, maltraités, affamés et enchaînés à leur lit à la moindre désobéissance, les parents de la Maison de l'Horreur ont reconnu le 22 février 2018, devant un tribunal californien, avoir infligé durant des années des actes de torture à 12 de leurs 13 enfants, des faits pour lesquels ils risquent la prison à vie. Les parents bourreaux risquent la prison à perpétuité avec une peine de sûreté d'au moins 25 ans. Nous allons mener une défense vigoureuse. Comme mon confrère l'a expliqué, l'affaire doit être traitée devant une cour et non dans les médias. Toutes les victimes ont souffert de malnutrition sévère, en particulier d'une malnutrition calorique associée à une perte de masse musculaire. Pour vous donner un exemple, l'enfant de 12 ans a le poids d'un enfant de 7 ans. Et la jeune femme de 29 ans pèse 37 kilos. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans à l'époque, qui avait donné l'alerte en janvier 2018 après avoir trompé la surveillance de ses geôliers en fuyant par une fenêtre de leur maison de Perris, une petite ville située à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles. Jeudi, à la veille du jugement, un appel à l'aide choquant passé au 911 a été révélé. Dans cet appel, durant au moins 20 minutes, on apprend qu'elle a eu du mal à donner son emplacement, car elle n'était pratiquement jamais sortie seule de chez elle. L'adolescente a également révélé qu'elle n'avait pas pris de bain depuis un an et qu'elle ne savait pas ce que le mot médicament signifiait. La jeune fille de 17 ans a également ajouté qu'elle, ses frères et ses sœurs n'étaient pas allés à l'école. À leur arrivée dans ce que les médias américains surnommaient la Maison de l'Horreur, les policiers avaient finalement bien retrouvé certains des enfants Turpine enchaînés à leur lit. Le couple Turpine, David et Louise, âgés de 57 et 50 ans, doivent répondre au total de près d'une centaine d'actes criminels. Retour en France, toujours dans le domaine judiciaire, le maître de midi, Christian Quesada, qui avait effectué 193 participations dans l'émission Les 12 coups de midi, diffusée sur TF1, après avoir remporté la modique somme de 809 392 €, est au cœur d'une affaire scandale. Il a été mis en examen pour corruption de mineurs et détention, diffusion d'images pédopornographiques. Retour sur cette affaire avec ce reportage signé Edgar Giroud. Christian Quesada, le grand champion des 12 coups de midi, avec ses 193 participations et son jackpot de plus de 800 000 €, avait été mis en examen le 27. Il est donc depuis en prison pour détention d'images pédopornographiques et tentative de corruption de mineurs. Des causes qu'il reconnaît en précisant qu'il n'avait jamais commis d'agression sexuelle. L'enquête est toujours en cours. Le père de 2 enfants avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires semblables. Aujourd'hui, il risque 7 ans de prison et une amende pouvant s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec un tel casier judiciaire, beaucoup se sont demandé comment le renommé Le Professeur a pu participer à une émission télévisée. TF1 et les producteurs des 12 coups de midi ont alors expliqué qu'aucun casier judiciaire n'est demandé lors des casques. Le présentateur de l'émission Jean-Luc Reichmann, qui défend depuis plusieurs années la brigade des mineurs, s'est aussi exprimé après ces révélations. Oui, la colère est toujours aussi forte, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup d'un individu et on ne parle pas de victimes, on ne parle pas d'enfants. On est père de famille ici, on est mère de famille, on est peut-être grand-père. On ne parle pas des victimes. C'est ça, moi. Moi, ce sont mes combats qui sont incessants depuis très longtemps, comme vous le savez. On ne comprend cependant pas pourquoi personne n'a rien dit pendant cette longue période où Christian Quesada a participé à l'émission. 6 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, des manifestations qui se poursuivent, et ce pour un 23e samedi consécutif. Une sécurité renforcée, plus de 5000 unités de forces de l'ordre sont déployées à Paris. Certains quartiers ont été bouclés, notamment près de Notre-Dame,
et de nombreux magasins, comme vous le voyez sur ces images, sont barricadés par crainte de l'arrivée des casseurs. Les chiffres, eux, viennent de tomber hier, 7,3%. Le mois dernier, c'est le nombre de morts sur les routes, une hausse en flèche pour un troisième mois consécutif. Et il va falloir redoubler de prudence et de patience. En ce week-end de départ de vacances, Bison Futé prévoit du orange dans le sens des départs, vert pour le sens des retours. Il va en tout cas faire beau ce week-end jusqu'au mois lundi. C'est une bonne nouvelle pour les fêtes de Pâques qui arrivent. Bonjour Kevin Page, c'est un temps idéal, presque estival, qui s'annonce pour cet après-midi. Bonjour Steven, bonjour à tous. Malheureusement pour ce week-end, il ne ressemblera pas au précédent où nous avons eu des conditions printanières sur la plupart des régions. Cet après-midi, nous allons retrouver quelques pluies faibles sur l'ouest du pays. À l'avant, le ciel restera bien chargé avec un risque de pluie. Seul l'extrême nord du pays aura des éclaircies voire un ciel voilé. Les températures seront globalement dans les moyennes de saison, voire légèrement en dessous. Demain dimanche, on peut espérer une amélioration sur les régions de l'ouest. Ailleurs, ça sera bien souvent mitigé. Et pour lundi, pas vraiment d'amélioration en vue. N'oubliez pas que c'est le week-end de la SIDAction. Un seul numéro, le 110. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup Kevin. Partons désormais en Bretagne pour revenir sur une tradition, celle de la fête de Pâques. Évidemment, alors que la zone B reprend mardi, c'est la zone C qui rejoint désormais la zone A. Pâques, une fête religieuse commune aux juifs mais aussi aux chrétiens. Regardez. Croyant ou pas, ce matin, il était impossible de ne pas percevoir le son des cloches qui sont de retour après 3 jours passés à Rome selon la croyance. Des festivités à l'origine religieuse afin de célébrer la résurrection du Christ. La grande fête de Pâques est donc l'événement le plus important de l'année pour les catholiques et se fait bien souvent en famille. La cathédrale de Rennes a fait le plein de fidèles ce matin et quand la messe s'achève, Pâques n'est pas encore terminée, en particulier pour les enfants qui vont pouvoir, comme les grands, déguster les fameuses gourmandises qui font partie de la tradition selon laquelle les œufs porteraient bonheur. Voilà, c'est la fin de ce journal de 13h. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ici même dans 15 jours. D'ici là, passez un très bel après-midi. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1.